Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Vous écoutez actuellement la partie 2 d'une interview avec Florence Stevenson et Brigitte, sa sœur jumelle. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, vous la trouverez juste après cet épisode dans votre application de lecture de podcast. Normalement, si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà écouté la première partie. Alors avant de commencer, je voulais juste remercier Adeline qui m'a contactée pour me proposer cette interview, après avoir découvert le podcast à travers l'algorithme de son application d'écoute. Et je vous avoue que quand elle m'a dit ça, ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est la première fois qu'une attachée de presse me contacte directement pour pouvoir me proposer de rencontrer un binôme et j'en ai été extrêmement heureuse. Donc merci à Adeline et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute! Quand vous bougez les pieds d'un cheval, on appelle ça contrôler les pieds du cheval, c'est-à-dire que vous le faites bouger, vous vous emparez de son esprit. Et Florence, toi tu répares les chevaux du coup ? Alors, c'est un bien grand mot, c'est très prétentieux de dire que je répare les chevaux, mais parce que je suis pas Andy Booth, qui lui en a fait son métier et qui est extrêmement performant. Mais tout de même, j'aide le cheval à ce que l'humain soit plus compréhensible. À partir du moment où vous vous rendez plus compréhensible pour lui, son environnement et se libère. Et quand on a compris ça, que vous devenez le leader parce que c'est vous qui dites, et que le cheval, au fond, quand on y pense, il n'a que sa vie. Il n'a que ça, sa vie. Il n'a rien d'autre. Ça pèse un poids. Je vais vous juste lire la citation que j'ai mise au début de mon livre de Marguerite Yourcenar. Il y a toujours pour moi cet aspect bouleversant de l'animal qui ne possède rien sauf sa vie. C'est hyper juste. C'est lourd de sens. C'est lourd de sens. Et donc le cheval, depuis le moment où il naît parce qu'il est une proie, naît la peur au ventre. Et quand on dit « Ah, mais il est bête parce qu'il a peur », non. Il survit grâce à la peur. On ne peut pas lui enlever ça. Mais on peut en revanche l'aider à mieux vivre et diminuer la peur. Et ça, c'est tout le travail que j'ai appris avec quelqu'un comme Andy Booth. On a à côté de chez nous une jeune femme qui est une élève d'Andy qui s'appelle Rachel Morfin, qui est extraordinaire aussi. Tous ces gens-là nous aident à avoir le comportement juste et adéquat. Et à partir de là, le cheval, tout d'un coup, Balou, il avait les yeux vides. Vous ne pouviez pas vous connecter avec lui. Il était absent. Il marchait, mais absent. Et maintenant, il court après les chiens. Il est vivant. On l'a réanimé. Mais pas vengeur. Voilà, parce qu'il faut comprendre que le cheval est une proie et que nous sommes des prédateurs. Or, le cheval, en tant que proie, n'a pas développé son cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui est à l'avant, sur le front, chez les prédateurs, chez nous autres humains, et qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de penser le bien, le mal. Le cheval n'a pas ça. Pourquoi est-ce que son cortex préfrontal ne s'est pas développé ? Tout simplement parce qu'il n'a pas eu besoin de réfléchir pour se nourrir. Il n'a eu qu'à se pencher, l'herbe est sous ses pieds. Et quand on comprend ça, ça devient limpide. Voilà, et puis également, si vous voulez, quand on travaille au niveau de la sécurité, la première des choses, c'est d'avoir un cheval en champ détendu. C'est-à-dire qu'on remplit ces 4 besoins fondamentaux qui sont en priorité vivre en troupeau. En deuxième, pouvoir avoir des relations intersociales entre eux, qui est absolument indispensable pour le bien-être mental et physique du cheval. Pour l'équilibre du cheval. Voilà. En troisième lieu, avoir de la nourriture, mais à volonté. Encore le mieux, c'est de pouvoir manger en marchant. D'accord. Parce qu'ils ont un petit estomac et qu'ils ont besoin sur une journée de 24 heures, ils mangent 18 heures. Oui, c'est un peu comme les vaches. Voilà. Et en dernier lieu, de pouvoir se reposer sans avoir peur de quoi que ce soit. Et puis surtout, avoir la place de pouvoir s'allonger, puisque le sommeil paradoxal, qui est 2 fois 20 minutes par 24 heures, se fait allonger. Et c'est là où il intègre les apprentissages. Moi, je vois des analogies entre les 4 besoins essentiels des chevaux et les 4 besoins essentiels des humains. Mais oui. Je vois très peu de différence entre ceux des chevaux et ceux des humains. Et ça me paraît une belle manière d'aborder la vie, de regarder la vie en fonction de ses connexions avec les autres, sa capacité à pouvoir se reposer et sa capacité à pouvoir substancer à ses besoins vitaux, quoi. Et puis la sécurité. Tous les enfants qui viennent
au domaine. Quand ils repartent, Brigitte leur demande qu'est-ce qui vous a le plus plu. Tous répondent la sécurité. Et les chevaux, ils ont besoin. Oui. Et l'apaisement. Ouais, ils ont besoin de sécurité. Et c'est un endroit, on a eu la chance d'y passer juste avant de faire l'enregistrement. C'est un endroit avec une énergie, encore une fois, extrêmement calme. Oui, tout le monde nous le dit. Il y a une déconnexion avec le monde qui est pas trop forte, mais juste ce qu'il faut pour être ailleurs, quoi. Et dans une temporalité un peu différente, moi j'ai trouvé. Pour la recommandation musicale d'aujourd'hui, je suis allée chercher un titre que je ne connaissais pas à l'avance, ce qui est très rare. En fait, quand je suis partie faire cette interview avec Brigitte et Florence, je vous avoue que je n'avais pas conscience de la portée que cette rencontre allait avoir chez moi et de l'impact de tout ce qu'elles ont dit, qui a été une découverte et quelque chose qui a résonné très longtemps en moi. Et cette interview m'a ouvert les yeux à beaucoup d'égards. J'ai donc voulu choisir un titre qui lui aussi était une découverte et qui le sera sûrement aussi pour vous, puisque c'est un artiste dont je n'avais jamais entendu parler avant, qui s'appelle Remco Kühne. Il s'agit d'un morceau instrumental qui s'appelle The Dance of the Wanderer, la danse de celui qui se promène. Au-delà du titre, qui évoque de nouveau l'idée de danser avec un cheval ou pas, c'est vous qui voyez, ce morceau est très doux, a une temporalité un petit peu lente. Et vraiment, quand je l'entends, je suis sur la colline, à Haute-Rive, au milieu des chevaux, avec Florence et Brigitte. En plus d'avoir un morceau sans parole, la douceur qu'il transmet est vraiment celle que ses sœurs jumelles nous transmettent aussi. J'espère que cette découverte vous plaira et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Moi, j'aimerais revenir à votre fonctionnement à toutes les deux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être d'accord et de, Oui. et de devoir dépasser, on va dire, des désaccords ensemble? Comment vous avez fait? Parfois, elle ne m'écoute pas. Et alors, quand elle m'écoute, elle m'obéit. C'est rigolo, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de cheval. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, mais par exemple, là, le dernier cheval qui est arrivé chez nous, ma sœur, elle voulait le mettre d'emblée avec le troupeau. Moi, je voulais faire un par un. Voilà, puis après, on en discute. Et puis, on a fait un par un, mais 1 heure après, il était dans le troupeau. Hein. Est-ce que le fait de vous connaître depuis toujours, ça aplanit, vous pensez, les difficultés que vous pouvez avoir, ou est-ce que ça peut créer des difficultés que les gens qui n'ont pas ça n'imaginent pas? Oui, on a une force, c'est que on sait ce que pense l'autre. Voilà, t'es d'accord, hein? Vous voyez, les chevaux, ils savent ce que vous pensez par vos mimiques. Nous, c'est pareil. Hein. Ok, c'est une connexion bien très souvent, forte. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On a quand même les mêmes idées sur beaucoup de choses. Oui. Et donc, pour nous, c'est beaucoup plus facile d'aborder certains points parce que voilà, on sait ce qu'elle va penser. Florence, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Non, mais je cherchais un exemple, mais au fond, comme ni l'une ni l'autre ne marchons sur les plates-bandes de l'autre, c'est très important. On a vraiment chacune notre domaine, et puis de temps en temps, Brigitte, elle me demande un coup de main parce que elle a travaillé toute la journée et qu'elle voudrait que je prenne un peu le relais avec un jeune homme ou une jeune fille qu'elle a. C'est une entraide permanente. Voilà. Il n'y a jamais de compétition. Jamais. Ça, c'est sûr. Ça m'avait même pas traversé l'esprit de vous poser la question de la compétition, effectivement. C'est vraiment quand il y en a une qui tombe un peu en énergie et a besoin d'un coup de main, allez hop, l'autre prend. Et c'est un système de va-et-vient comme ça qui est magique. Mais vous savez, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a toutes les deux tellement ce désir de vivre en communauté, finalement? Quand nous étions petites, on a grandi à La Réunion. Maman était comme ça. Tu te souviens, maman a invité les enfants dont les parents travaillaient beaucoup, qui n'avaient pas la possibilité de venir jouer au football. La maison était grande et maman a toujours eu un esprit d'accueil qui finalement, on est emprunt de ça. Moi, j'adore vivre en communauté. J'aimerais pas vivre toute seule. J'adore le partage. Là, pour Noël, les 3 sœurs, on a une sœur aînée. On était là, toutes les 3. Hop, allez, toi, tu fais ci, moi, je fais ça. Et c'est naturel, ça coule de source. Il n'y a pas de question à se poser. C'est formidable. C'est une grande chance. Ouais, c'est une grande chance que vous avez sur ça. Je suis d'accord. Je vais rester avec toi. C'est quoi la plus grande qualité de Brigitte? Elle en a plusieurs, mais elle a une foi qui va avec le courage, qui vraiment me stupéfait parce que parfois elle a vraiment des enfants difficiles. C'est
pas seulement la patience. De temps en temps, je me dis, c'est fou ce qu'elle est patiente. Moi, j'aurais pas cette patience. C'est pas seulement ça. C'est toujours ce désir d'aller chercher chez l'autre la raison profonde d'une violence ou d'une brutalité ou des gros mots. Elle en a eu. Hein. Là, de temps en temps, sont des tirades. Je peux vous dire, c'est pas joyeux. Et elle a toujours cette bienveillance dans toutes les situations. Andy Booth nous apprend avec les chevaux, toujours, à tout moment, en toutes circonstances, il faut se comporter avec compréhension pour le cheval. Brigitte, en tout moment, en toutes circonstances, ils peuvent la bousculer, la brusquer. Je la regarde, je dis, mais moi, j'aurais vraiment envie de lever la voix et de dire, bon, maintenant, ça suffit. Et par l'amour, finalement. L'amour, la douceur, elle obtient, mais c'est incroyable. Moi, j'ai vu des jeunes vraiment déjantés, franchement. Elle arrive à les apaiser, à les calmer, toujours ce souci de l'autre. Moi, j'ai pas cette patience-là. Je pourrais pas faire son travail, ça c'est sûr. Merci, c'est une très belle réponse. Et je vais te poser la même question, Brigitte. Est-ce que tu peux me dire la plus grande qualité de Florence selon toi ? Alors Flo est pour moi un véritable booster. Si elle n'avait pas été là, j'aurais pas fait le 10e de ce que je fais. Elle a cette qualité elle a plus d'énergie que moi, je trouve. Et vraiment, elle me pousse. D'abord, elle m'a, dès le début, quand elle était arrivée à la maison, elle m'a énormément valorisée. Et ça, moi, j'en avais besoin à ce moment-là. Parce que je me posais plein de questions, je m'autorisais pas, je me sentais pas légitime, j'étais en plein questionnement en me disant mais dans quel sens il faut que j'aille, etc. Et Flo, elle est toujours là pour me dire non, tu as les qualités requises, il faut avancer, il faut y aller, et tu en es capable, etc. Vous voyez, ça c'est extraordinaire parce que j'ai jamais eu la sensation d'avoir une porte blindée devant moi à pousser pour avancer avec elle. Non, elle me met un moteur dans le dos plutôt. À propos de ce que Brigitte vient de me dire qui me touche énormément, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est pour témoigner de la beauté du travail qu'elle fait. On va avoir 70 ans en avril, vous vous rendez compte ? Non. Voilà, une femme qui... c'est dans le livre, à un moment donné, il y a un personnage, Alexis, qui le dit, c'est pas un travail, c'est une vocation. Elle donne tellement, c'est incroyable que j'ai eu... Et puis, beaucoup de personnes qui passent à la maison me disent mais il faudrait écrire parce qu'il faudrait que ça reste quelque part, tout ça. Et je me suis mise à écrire. J'ai mis 4 ans quand même à sortir ce livre et puis j'ai eu la chance d'avoir été repérée et d'avoir gagné ce concours de lectrice de Femmes Actuelles, et donc d'être publiée parce que c'est très compliqué de se faire publier de nos jours. J'étais motivée par l'idée qu'il y ait un témoignage du travail qu'elle fait parce que c'est tellement fin, c'est tellement plein d'amour, c'est tellement juste et pas... Alors là, pour le coup, pas rémunéré comme il se doit. Il y a pas longtemps, je voyais sur les réseaux sociaux un message qui disait « Plus votre travail soigne les gens, moins il les paye en fait. » En plus, c'est plus. Oui. Ouais, il y a une décorrélation entre le fait que votre travail fasse du bien à la société et du coup la rémunération qu'il a en échange. Je déplore quand même que c'est très curieux. Vous avez, pendant les 20 ans où j'étais famille d'accueil, on accueillait un jeune qui était déscolarisé, donc vraiment il allait très mal. Et puis on l'a gardé plusieurs mois, et puis 1 an, et puis 2 ans. Puis après, les éducateurs nous disent écoutez, il va tellement mieux qu'il faut le remettre à l'école. En général, c'est une MFR ou un CAP ou quelque chose comme ça. Et là, très souvent, ça se gâte. Donc, il leur faut du temps. Ouais, comme pour tout. Et comme pour souvent, on est un peu trop pressé. Oui, c'est la société dans laquelle comme on avec vit. les chevaux, il faut du temps. Il faut leur et on laisser gagne du temps en perdre. Ça, c'est un adage. Vous voyez, un petit Balou, le Pi dont je vous parlais, on lui aurait sauté dessus tout de suite à lui dire allez, viens, on va faire des exercices dans la carrière et tout. Mais il n'était pas capable. Il n'arrivait pas à bouger dans son corps. Il faut du temps pour les enfants, pour les chevaux. Et c'est la grande force des petites structures comme la nôtre. Et c'est ça, je pense, qu'il faut développer. C'est ça le message aussi à faire passer. C'est que c'est l'avenir. Les foyers, ils sont débordés. C'est vrai. C'est la violence au milieu de la violence. Des petites structures comme ça. Et la médiation animale, je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui s'y intéressent et qui ont envie, qui trouvent que c'est un beau métier. Et c'est vraiment ce genre de structure qu'il faut multiplier afin de répondre aux
peut-être pas tout parce que la situation est dramatique, mais à certains besoins de jeunes en perdition. On a eu une marraine au moment où on a... J'y pensais. Elles lisent dans les pensées l'une de l'autre. Oui. On a une marraine qui s'appelle Valérie Guignabaudet, qui malheureusement est morte 2 ans après. Mais elle nous a accompagnés pendant 2 ans et elle a été époustouflée parce qu'elle a vu le travail que faisait Brigitte. Et elle nous avait dit, il faut faire des petits, il faut multiplier ça. C'est ça votre boulot maintenant, c'est de dire que ce genre de petite structure, ça fonctionne et que c'est l'avenir. Merci, c'est un super message. Je suis très très contente de pouvoir le porter, le relayer avec Symbiose. Parce ce qu'elle nous disait, c'est cette particularité que nous avons dans notre structure. C'est, j'appelle ça être avec, vivre avec, faire avec. Donc le jeune, il habite à la maison, prend ses repas avec nous et il travaille avec les chevaux et il va après prendre soin des chevaux, faire le pansage, donner le foin, remplir l'abreuvoir, etc. C'est vivre. Et moi, je suis toujours avec eux. Et ça, Valérie, elle me disait que elle avait quand même parcouru le monde pour interviewer, faire des reportages sur le sujet de la médiation animale. Et elle m'avait dit, ce que tu fais là, c'est assez unique. C'est dommage du coup. Mais oui, mais bien il sûr. faut reproduire. Il faut reproduire voilà, ce type de structure. Florence, est-ce que tu veux nous parler de ton livre maintenant ? Tu as fait plusieurs allusions au ballet d'Augustine pendant l'interview. Est-ce que tu veux nous en parler maintenant ? J'ai voulu écrire finalement ce qu'on vivait à la maison. Donc il y a des enfants cabossés qui retrouvent goût à la vie grâce aux chevaux et au personnage de Jeanne dans le livre. Et il y a également tout cet aspect éthologique parce que je trouve que la science peut parfois être ardue et que je trouve que par les situations et les personnages, on comprend pourquoi est-ce qu'il est tellement nécessaire d'apprendre et de se former et de comprendre comment le cheval apprend pour lui offrir un apprentissage adapté et approprié. Donc je l'ai fait sous forme de roman. J'ai hésité longtemps. Au départ, j'ai eu envie de faire un essai scientifique, mais bon, je crois qu'il y en a énormément et qui font ça beaucoup mieux que moi. Puis finalement, je me suis dit, il était une fois, c'est pas mal. Oui, on peut explorer plein de choses avec la fiction. Voilà. On peut dire beaucoup de choses sous la forme du roman. Il y a quelque chose qui me frappe et je vais essayer de trouver les mots justes pour le dire. C'est que je comprends en vous écoutant quelque chose auquel j'avais jamais vraiment réfléchi avant. C'est le fait que le cerveau du cheval et le cerveau humain ne sont pas faits pareil et que pour les faire dialoguer, il faut énormément de finesse et d'ouverture d'esprit aussi pour accepter des fonctionnements différents. Et je sens une résonance assez forte au final entre ce fonctionnement et cette nécessité d'être ouvert à une différence et de se mettre à la hauteur au final du cheval et de son mode de fonctionnement et votre manière d'aborder le monde en fait. Enfin, pour moi c'est la même chose à plein de niveaux différents. J'ai peut-être pas trouvé les mots justes mais je voulais souligner ça. Oh mais c'est adorable. Merci. Céline, c'est ton moment. Donc c'est l'heure de la question bonus. Bonjour, je suis Céline. J'ai beaucoup pratiqué l'équitation. Moi, j'ai plutôt l'inverse de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que à mes 8 ans, j'ai commencé à monter à cheval. Et j'ai appris l'équitation plus, on va dire, traditionnelle, où le cheval, en fait, a pas forcément sa place et où il doit obéir aux ordres. On n'essaye pas trop de le comprendre. J'ai découvert, en fait, l'éthologie et tout ce secteur-là plus tard, via un autre club qui était ouvert et beaucoup plus sur le bien-être de l'animal et autres. Donc je comprends tout à fait les différences d'équitation qu'il y a et encore que ça s'améliore, je pense, grâce notamment à la Sens, oui, à cette écurie. Donc moi-même, en fait, dans ma carrière, je me suis posé la question de devenir équithérapeute. C'est pour ça que je suis présente ici. Mais je pense que j'ai toujours eu des freins parce que je m'aperçois que c'est quelque chose d'être en face de la souffrance et de la colère des chevaux et aussi des jeunes. C'est quelque chose auquel il faut s'adapter et il faut faire face. Et du coup, je me demandais les compétences que vous voyez qu'il faut acquérir ou qu'il faut avoir peut-être naturellement pour rentrer dans ce métier-là. C'est une bonne question. Ce que je vis, moi, par rapport à votre question, c'est que, évidemment, en éthologie, il faut acquérir des compétences. Parce que c'est technique. C'est pas magique, mais c'est technique. Et là, il faut se former. Sans aucun doute.
pour pouvoir être clair dans notre langage, d'être précis dans notre langage, on apprend une langue. C'est-à-dire on apprend le langage cheval. Un jour, un enfant m'a dit « Oh, mais j'ai compris, Brigitte, c'est un langage muet. » J'ai dit « T'as tout à fait raison. » C'est ça. Et donc, c'est une langue à part entière. Donc, ça demande un apprentissage, des exercices, de la persévérance, etc. Voilà. Ensuite, je mettrai de côté un peu cet aspect compétence, parce que je parlerai plus d'élan de vie, de don, de talent. Vous voyez, que de ce qu'on va sortir de son cœur. Parce que ça touche le cœur, ça touche pas la tête. Et en médiation, c'est extrêmement important. C'est le cœur qui parle. Comme c'est le cœur du cheval. Et comme c'est le cœur du bénéficiaire. Donc on est dans un cœur à cœur qui fait que c'est au fur et à mesure des années que vous allez finir par développer un état d'esprit, un comportement adéquat pour faire ce travail. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est encore l'idée que tout doit arriver rapidement, facilement, et c'est ça en fait. Et est-ce que je peux du coup vous demander de nous raconter encore une belle histoire avec peut-être un cas d'un cheval que vous avez recueilli ou d'un enfant que vous avez aidé? Brigitte a fait pendant une dizaine d'années un petit élevage de Quarter Horse. C'est une race de chevaux américains et avec une naissance par an. Parce qu'en fait, elle s'est aperçue que le message était... C'est la vie. C'est la vie. Et pour les enfants, c'est extraordinaire. Assister à une naissance quand ils ont la chance d'être là au bon moment, voir grandir le poulain, etc. Et il se trouve que Jazz, ce poulain qui a 7 ans aujourd'hui, qui est né à la maison et qui est le personnage principal avec Augustine dans le ballet d'Augustine, il s'appelle Verdi dans le livre. Notre petit Jazz s'est retrouvé orphelin à l'âge de 10 jours. Ça a été absolument affreux. Je vois encore, c'était le baptême des jumeaux de ta fille. Moi, j'étais en talons et en robe et je vois Brigitte arriver par la porte. Il me dit, viens vite, on est en train de perdre Mighty, la maman donc de Jazz. Je dis, mais c'est... Pour moi, j'ai eu une espèce d'étourdissement. Je lui ai dit, comment est-ce possible? Qui elle-même était une jument très maltraitée, à qui jamais j'aurais fait faire un poulain. Et que notre Stormy nationale nous a fait dans le dos. À Sailly, on ne sait pas comment. Il paraît que ça arrive, qu'il y a des tas d'éleveurs qui ont des histoires comme ça. On ne sait pas comment, à travers les fils électriques. On ne comprend pas. Bref, Mighty s'était retrouvée pleine, a donné naissance à ce poulain et elle a eu des nœuds ça s'appelle les coliques du 10e jour, c'est assez connu et on a été obligé de l'emmener en catastrophe à la clinique au-dessus de Lyon. Ils ont été extraordinaires et donc nous voilà revenus avec le petit Jazz tout seul, 10 jours, affamé, qui avait galopé en hennissant autour de sa maman euthanasiée. Ça a été épouvantable. Bon, et on ouvre le pont, donc on était dans un état émotionnel, on ouvre le pont et voilà que notre petit Jazz descend et retrouve le troupeau qu'il connaissait et on a un vieux pur sang qui s'appelle Lunélois et que je prénomme Lully dans le livre, un vieux pur sang qui avait une vraie affinité avec la maman de Jazz, avec Mighty, et qui l'accueille immédiatement, des petits sons gutturaux comme ça. Jazz se met contre lui, et voilà que ce vieux pur sang sert de... Le prend sous sa coupe. Il le protège. Il a empêché les autres de venir... il couchait les oreilles par rapport vis-à-vis des autres, personne n'avait le droit de l'approcher. Mais ce vieux pur sang, il a été extraordinaire. Déjà, c'est lui qui nous a dit que Mighty avait Mimba, tu te souviens ? Ah oui, mais moi, j'avais pas besoin d'avoir... je faisais toujours des rondes la nuit, quand ma jument est prête à mettre bas, mais comme là, c'était une surprise, j'avais pas la date. Donc, ça faisait 1 mois que je faisais des rondes, je commençais à fatiguer. Mais en fait, il était extraordinaire, ce cheval, parce qu'il hennissait. Au moment de la naissance, il hennissait, et il suffisait que moi j'arrive, et il m'emmenait là, parce que en général, je prépare un joli petit nid pour ma jument, mais elle en voulait pas. Donc, elle s'était mise en haut d'une colline, et il pleuvait. Dans le noir, sous une bruine, etc. Mais en fait, c'est lui qui m'amenait à la jument. Il est... on vit des choses magnifiques, vous savez, à vivre avec les chevaux. Et il a adopté ce petit Jazz qui... on a des photos, mais Jazz à la longe dans la bouche, le licol, il est attaché. On a des photos extraordinaires. Non, mais ça, c'est... Alors, pour les enfants qui étaient là, qui ont pu vivre ça, mais c'était une expérience, comme dit Brigitte, une expérience de vie Oui, et puis une école magnifique. de respect. Oui.
Vraiment une école de respect parce qu'eux, ils n'avaient qu'une envie, c'était d'apporter le seau et de garder le seau dans les bras et de caresser, etc. Eh ben non, on leur expliquait. Vous voyez comme c'est une école de vie. Et tout ça, je raconte, la petite Augustine, elle rue des Brancards, elle a perdu ses parents dans un cyclone à La Réunion, elle est muette, elle en a perdu les mots et elle a envie de fusionner avec ce poulain et voilà pas que Phil débarque, le fameux Andy Booth, et qui lui dit non, t'as pas le droit. Il faut faire attention, il faut se méfier, il faut le laisser grandir avec sa nature de cheval pour qu'il devienne un jour un cheval équilibré. Ça, je trouve ça très beau. Le respect de la nature. Et encore une fois, on peut faire des parallèles avec les humains en disant qu'il faut laisser les enfants grandir avec leur nature et les laisser exprimer leur propre nature. Exactement. C'est la première fois que je me rends compte que Augustine, dans le livre, a perdu la parole et on a encore une fois parlé de la guérison par les gestes et pas par la parole. Et du coup, je réalise à quel point c'est un parallèle fort, je l'ai probablement choisi. Parce qu'elle était dans le monde, elle est rentrée dans le monde du silence des chevaux et le fait d'être muette n'était pas un handicap du tout. Vous l'avez compris, il ne faut pas aller chercher très loin pour la recommandation culturelle de l'épisode d'aujourd'hui. C'est le livre de Florence, Le ballet d'Augustine, sorti aux éditions Les Lauréats et prix des lectrices Femmes Actuelles 2025, qui est la recommandation culturelle de l'épisode d'aujourd'hui. Inspiré du travail que Florence et Brigitte font ensemble depuis bientôt plus de 20 ans, ce livre synesthésique vous emmènera à Haute-Rive, vivre à leur côté pendant quelques pages. On arrive à la fin de cette interview. Alors j'ai 2 questions à la fin. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler et dont on n'a pas parlé ? On pourrait peut-être parler de la transmission. Oui. Parce que comme on vous disait, Flo et moi, on a 70 ans cette année. Et en fait, j'aimerais beaucoup faire profiter des personnes qui sont très touchées et qui ont envie de travailler dans ce domaine de la médiation équine et qui pourraient me contacter pour leur proposer des stages ou des séjours à passer chez nous pour voir. Parce que finalement, on a chacun en médiation, chacun notre propre type de manière de travailler. Moi, je suis pas académique du tout, je l'ai d'ailleurs jamais été, que ce soit dans mes études ou pas, j'ai une aversion pour tout ça, mais je suis vraiment dans le ressenti et prête à faire un travail avec une psychologue ou quelqu'un qui a envie de parfaire un petit peu son parcours et de travailler ensemble et d'en ressortir des choses qui pourraient l'aider pour l'avenir. Mais le message est passé, merci beaucoup. Je vous en prie. L'autre question que j'ai, c'est la question du passage de relais. Alors, je faisais le bilan il y a quelques jours. Dans Symbiose, on a eu des agriculteurs, des couples, des gens qui travaillent dans la restauration, des kinésithérapeutes, des polytechniciens, des humoristes, des personnes qui sont spécialistes de la transmission des compétences aussi. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, travaillent en coopération. Et la coopération, c'est la valeur centrale de ce podcast. C'est la valeur qui relie tous les humains que j'ai la chance de rencontrer. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez envie de passer le relais virtuellement à d'autres binômes, à d'autres collectifs auxquels vous pensez qui font vivre cette valeur de coopération et dont vous avez envie de parler aujourd'hui ? Je crois que l'exemple du vieux pur sang et du jeune poulain c'est typiquement un exemple d'association et de partenariat tout à fait improbable parce que c'est rarissime qu'un vieux hongre, il le protégeait véritablement et puis il lui apprenait à se comporter. Oui, on peut citer l'anecdote du jour où on devait partir, ma sœur et moi, ça nous ennuyait. Il faisait encore froid, c'était au mois d'avril et le petit poulain avait une petite veste et on s'est dit on va quand même mettre une couverture à Lunelois parce que on s'absente plusieurs heures et ça m'ennuyait avec le temps qu'il faisait. Et quand on lui a mis la couverture, Jazz s'est mis à courir partout comme un fou, il cherchait Lunelois. Il le cherchait parce qu'il reconnaissait plus son odeur. Pas. Il était coupé de son odeur. Okay. Voilà. Et il s'affolait. Donc j'ai vu ça, on a réfléchi, etc. Et je lui ai dit, mais vite, il faut enlever la couverture. Et immédiatement, il est allé se coller à lui. Vous voyez, c'est étonnant. Ouais. Donc vous avez vraiment une connexion. L'un l'autre. Il y a eu vraiment un échange d'entraide et extraordinaire.
En quoi Jazz est dès Lunelois? Ah, oh là là, c'est son élan de vie. Parce que dans sa vieillesse, il était perclus quand même de beaucoup de misère physique. Et je peux vous dire que... On le voyait galoper. Oui, Pour courir après Jazz. c'était vraiment son élan de vie. Il a été obligé de s'y remettre. Hein. Oui. J'aime Il bien a ça. retrouvé une jeunesse. Oui. C'est un beau passage de relais du Ouais, coup, ouais. et puis on reste dans le thème du cheval jusqu'au bout. C'est ça, absolument. Ça va être difficile pour moi de terminer cette interview parce que j'aurais envie de rester encore longtemps avec vous, de vous poser encore plein de questions. Mais je crois qu'on est allé au bout de la discussion d'aujourd'hui, donc je voudrais finir par vous remercier pour votre temps, C'est nous. pour tout le partage et toute la générosité dont vous avez fait preuve dans votre partage, pour avoir partagé votre passion, ce qui vous porte, ce qui vous fait vivre, comment vous fonctionnez ensemble. C'était vraiment une très belle interview et merci encore. Moi, je suis honorée de vous avoir rencontré. C'est très, très agréable. Oui. Un plaisir partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que si vous voulez plus de coulisses, plus de photos, plus de contenu, vous pouvez en trouver sur la newsletter Substack qui est associée à ce podcast. En parallèle, si vous avez envie de soutenir le podcast, mais que vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez déjà vous abonner et en parler autour de vous. Et si vous le souhaitez et que vous pouvez aussi faire une donation pour mécéner le projet à travers mon site Ko-fi, dont le lien se trouve en description. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si vous connaissez quelqu'un qui a une affinité particulière avec les animaux, n'hésitez pas à lui en parler. Et si vous avez envie de valoriser l'association Cheval d'Espoir, relayez aussi l'épisode pour pouvoir faire le maximum de bruit autour de Florence et Brigitte et soutenir leur démarche. Merci à Stella Jang pour la musique qui accompagne ce podcast, à Héloïse Dorizoro pour le logo et à Elodie Bonnotte pour le montage de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode qui arrivera la 2e semaine d'avril et où on parlera de douceur dans le monde du travail. Et j'ai très hâte. À très vite. Et dans le ballet d'Augustine, il y en a plein des histoires comme ça. Ah, parce qu'il n'y en a pas qu'une en plus, je pensais que c'était Elle une. a des copines Augustine. Après, Je savais pas que les chevaux baillaient. Oui, C'est oui. bête comme réaction. Mais... Mais bailler la bouche grande ouverte. Ouais. Et puis C'est un signe de recommencer, fatigue. recommencer.